Merci de nous rejoindre pour cette huitième partie de vidéo consacrée aux prévisions et prédictions 2019 et pour les années futures. Donc dans cette partie, nous allons aborder le climat, les problèmes environnementaux, les catastrophes climatiques et également technologiques. Comme les années passées, la Terre va trembler, les pluies diluviennes vont s'abattre un peu partout dans le monde, provoquant des inondations, des secousses, des éboulements. Alors s'il est vrai que les intempéries, les déchaînements climatiques, les tempêtes, ouragans, tsunamis, séismes ont toujours existé et de tout temps, on remarque que depuis que Neptune, alias Poséidon, le maître des masses aquatiques et des océans, a rejoint le poisson, son domicile, il existe une véritable montée en puissance de ces phénomènes. Les cataclysmes planétaires semblent s'enchaîner désormais à un rythme de plus en plus rapproché et effréné, et leur puissance dévastatrice, déjà lourde de conséquences en termes de pertes humaines, de dégâts matériels et de mouvements importants de population, comme les réfugiés climatiques dont on parle beaucoup. D'ailleurs, on retrouve bien à travers le champ, à travers ce mouvement de population, autant le mouvement de population que ces problèmes climatiques avec ces raz-de-marée. On retrouve bien le champ lexical poséidéen, autant dans les raz-de-marée humains que les raz-de-marée tout court avec les inondations dues au déchaînement justement des éléments naturels. Et donc effectivement on voit que tous ces cataclysmes sont de plus en plus importants et entraînent des dégâts matériels et des mouvements importants de population de plus en plus considérables. D'ailleurs, si 2017-2018 furent des années noires, avec des records dans les ouragans, 2019 pourrait être bien pire, à cause justement du mastodonte Jupiter, qui prend toute sa puissance dans son domicile en Sagittaire et va secouer Neptune, alias Poséidon, donc le maître des océans, également chez lui. Donc là, les formats des catastrophes pourraient être XXL. Petit coup d'œil à la carte du ciel, pour couronner le tout, on s'aperçoit justement, on nous parle de cette année record 2017-2018, donc là ça correspond à différents cycles planétaires très importants, notamment Saturne, qui rejoint Pluton, donc Saturne dans son domicile, qui prend également toute sa puissance. Donc Saturne qui est appelée un peu la grande faucheuse, c'est un peu le grand nettoyage, la grande lessiveuse, voilà, qui rejoint donc Pluton, qui est la planète de destruction, en signe de terre. Donc là, qui semble vraiment avoir décuplé toute la puissance. Et puis on a également Uranus, depuis un petit moment. Donc Uranus, très important également, en termes de catastrophes, autant les catastrophes technologiques que les catastrophes aussi climatiques, puisque y a une énergie qui fissure le sol, qui crée voilà, des fractures, en fait, des véritables catastrophes. D'ailleurs, on a pu s'en rendre compte, quelques heures après le transit d'Uranus en Bélier, ça c'était au mois de mars 2011, vous vous en souvenez tous, on a eu la catastrophe de Fukushima, et il n'y a pas de hasard, puisque Uranus représente bien, les nouvelles technologies représentent bien, voilà, si on extrapole l'énergie qui a un rapport avec l'uranium, et donc tout ce qui tourne autour du nucléaire, les énergies modernes, les énergies nucléaires. Et donc on a bien eu cette catastrophe-là. Et le Japon, si vous voulez, on jettera un coup d'œil tout à l'heure à la carte du ciel du Japon. Le Japon a été fondé sous un thème bélier. Et vous verrez que le terrain est extrêmement accidenté à cet endroit-là. Donc là, bien entendu, depuis, Uranus a continué son transit en bélier. Et donc il a amorcé, comme vous le savez, depuis le 16 mai 2018, donc une petite amorce en taureau pour faire un mouvement de rétrogradation donc depuis le 8 novembre dernier. Donc là, il séjourne encore en bélier en mouvement rétrograde, puis ensuite, après, au mois de janvier, il va repartir en mouvement direct pour entrer en taureau le 7 mars prochain. Donc là, on retrouve Uranus, donc va se retrouver véritablement dans le signe de la nature. Donc en plus c'est un signe dans lequel Uranus n'est pas franchement à son aise, mais par contre qui va au fur et à mesure de sa progression, va se rapprocher, parce qu'il a un rythme plus rapide que Neptune, qui a un rythme beaucoup plus lent de progression dans le signe du Poisson, et en fait on va avoir un sextile, en fait, c'est-à-dire vraiment une liaison entre les deux astres à un moment donné, et donc là on va avoir vraiment toute la puissance entre les énergies telluriques, quelque part la révolte de la Terre, de Gaïa, la Terre, et puis également Neptune. D'ailleurs, ce cycle Jupiter-Neptune, donc Jupiter en Sagittaire et Neptune en Poisson, vient à peine de se former.
qu'il est déjà à l'œuvre, puisque nous n'avons même pas fini l'année. Au moment où je vous parle, nous sommes le 25 décembre. Et donc on vient d'amorcer le solstice d'hiver, qui vient tout juste de commencer, et on enregistre déjà deux phénomènes importants. Alors le premier événement, ben, c'est en Indonésie, qui a été touché depuis samedi 22 décembre à 21h30 heure locale, par un important séisme de magnitude 5,3 sur l'échelle de Richter, avec un tsunami derrière qui a frappé les côtes. Le bilan est déjà très lourd, puisqu'il y aurait 429 corps donc malheureusement qui ont été retrouvés au milieu des débris, et les secouristes tentent désespérément de retrouver les disparus. Alors c'est vrai que l'année 2018 a été émaillée de nombreuses catastrophes en Indonésie, tant naturelles que navales, aériennes. Ils n'ont vraiment pas été épargnés. Alors c'est vrai qu'il n'y a rien d'étonnant, ou presque, pour ce qui est des séismes, lorsqu'on sait que le pays localisé sur la ceinture de feu, à la convergence des plaques tectoniques, plaque pacifique, eurasiatique, australienne, donc c'est vrai qu'il est souvent le théâtre des mouvements justement de ces fameuses plaques tectoniques, donc parfois violents, donc sans compter qu'on a aussi beaucoup d'activités volcaniques, avec donc une région qui dénombre pas moins de 150 volcans. Alors on sait déjà que le 28 septembre dernier, ils avaient déjà été touchés, ce qui avait fait de nombreuses victimes, je crois que ça avait plus de 1500 morts, donc 28 septembre 2018, donc c'est vraiment très très récent. Il se relève à peine de cette catastrophe-là que derrière, on a encore un enchaînement. Donc si on jette un petit coup d'œil à la carte du ciel de l'Indonésie, donc vous allez comprendre en fait les raisons qui expliquent justement toutes ces tragédies. On remercie Astrothème, c'est vrai que c'est vraiment une source de richesse inestimable sur le plan astrologique. On trouve vraiment de tout, et là on a la chance d'avoir la carte du ciel de l'Indonésie, donc fondée le 17 août 1945 à 10 h à Jakarta, donc qui est du signe du lion ascendant vierge. Voilà. Donc là, ce qu'on peut remarquer d'emblée, c'est que bon, forcément le signe du lion, avec un ascendant vierge et avec le cycle Jupiter-Neptune, comme par hasard. Et on a également donc ce secteur-là de fragilité. En fait, il y a plusieurs terrains de fragilité au niveau de ce thème-là. On a un terrain de fragilité en signe mutable, donc c'est-à-dire la Vierge, Vierge Gémeaux. Vous voyez, là, il y a un carré entre Mars et Uranus. D'ailleurs, on retrouve bien Mars et Uranus en Gémeaux. Et donc, on a une Lune également en Sagittaire. Donc, en fait, cet axe-là est fragilisé, si vous voulez. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a également les signes fixes, puisque vous avez en fait Uranus, donc, qui va transiter, qui va revenir faire son transit en Taureau, et donc qui flirte de toute façon avec la frontière, entre la frontière du Bélier et du Taureau, avec la maison 8. Donc la maison 8, justement, c'est la maison qui est en rapport avec les crises, avec les destructions, avec la mort, malheureusement. Donc voilà, il faut craindre que dans les prochaines années, on ait Uranus qui vienne travailler sur cette zone-là, et puis qui attaque toute la partie Lion, justement, puisque le thème est a été fondé donc sous le signe du Lion. Voilà, et pour rajouter encore de la difficulté, donc on a justement cette année Jupiter qui vient se positionner ici, donc Jupiter et Neptune là, voilà, donc ils prennent en tenaille donc cette partie-là, si vous voulez, la partie, on va dire, mutable. Et puis, donc si on regarde les cataclysmes aussi, ils ont eu lieu à chaque fois dans un signe plutôt cardinaux, en tout cas les deux derniers. Après, je ne suis pas remonté beaucoup plus loin, mais les deux derniers, vous voyez, 22 décembre, ça correspond plutôt au signe du Capricorne. Voilà. Donc là, on retrouve plutôt les signes cardinaux qui sont touchés, avec Saturne, Pluton notamment, qui s'opposent. Vous voyez, on a Saturne notamment, qui s'oppose à la tête du dragon, puisque Saturne, si vous regardez bien, il est autour des 8 degrés, comme par hasard. Vous voyez, et donc il est en conjonction à la queue du dragon, c'est-à-dire le nœud sud de la Lune, qui parle du destin. Et puis on a donc l'opposition, voilà. Et puis on a Pluton aussi qui est plutôt qui est en opposition au Saturne du thème fondateur, puisque Pluton séjourne entre 19 et 20 degrés du signe du Capricorne. Donc là, il y a une opposition aussi. Et donc, on a eu le 28 septembre. 28 septembre, vous voyez, le Soleil y était là.
hein, donc c'est-à-dire vraiment à la fin du signe de la Vierge, début du signe de la Balance. Et puis on a eu ce cataclysme-là également. Et il faut savoir qu'il y avait Uranus hein, qui était encore en Taureau à ce moment-là. En fait, je pense que les cataclysmes vont s'accélèrent surtout depuis que Uranus se rapproche, si vous voulez, du signe du Taureau, même un peu avant, hein, dans l'année 2017, parce qu'il y a eu d'autres événements, mais surtout, vous voyez, l'année 2018 a été difficile. Et également, même dans d'autres domaines. Hein. Je n'ai pas fait de statistiques, etc. Mais après, je vous laisserai regarder peut-être de votre côté. Mais on voit qu'il y a eu aussi des problèmes aériens, il y a eu plein de problèmes. Donc, vous voyez, c'est pas que dû, hein, parce que là, tout est lié en fait. Hein, vous voyez, on pourrait prendre l'exemple aussi, si tout à l'heure on parlera d'un autre phénomène, vous verrez, il y a vraiment des correspondances. Hein, même parfois, on retrouve des correspondances entre quand l'économie va mal. On peut retrouver aussi des correspondances avec des problèmes climatiques ou des problèmes environnementaux, des problèmes tectoniques, de la tectonique des plaques, etc. En fait, tout est vraiment peut être en synchronicité avec les astres. Hein. Deuxième phénomène qu'on a hein, dans notre actualité, c'est le réveil de l'Etna. Et ça, on en avait parlé en 2017. Dans nos prévisions, j'avais dit qu'il y allait avoir un réveil, en fait, que les tremblements de terre qu'on a eu en 2016, donc qui ont touché de plein fouet, je crois que c'était à 2 ou 3 reprises hein, l'Italie. Donc moi j'avais dit qu'il y aurait un réveil de l'Etna, et ben voilà, c'est fait, la prévision et prédiction s'est réalisée. Malheureusement, ça présage rien de très bon. Et là aussi, si on jetait un coup d'œil, on va pas le faire maintenant, parce qu'on a déjà regardé le thème de l'Italie, mais vous verrez qu'il y a aussi des zones de fragilité sur l'axe fixe également, hein, signe du taureau. Donc là, je vous renvoie aux vidéos sur l'euro et vous verrez hein, qu'il y a un lien entre les difficultés qui existent sur le plan financier, etc. Et cette synchronicité qu'il y a aussi par rapport aux secousses hein, qu'on peut avoir après sur le plan terrestre. Ce qui concerne maintenant mes prévisions hein, pour 2019, en ce qui concerne la prévision de la météo astrale, si j'ose m'exprimer ainsi, et c'est vrai que nous, c'est une forme de météo quelque part. Hein. Donc je perçois en fait un cyclone ou un ouragan qui pourrait frapper nos amis. Alors j'avais une hésitation au départ au niveau de mon ressenti entre la Martinique et la Guadeloupe, et puis après en jetant un coup d'œil sur le thème astral de la Martinique, c'est vraiment une magnifique région comme vous pouvez le constater. Hein. Donc cette région-là du monde est marquée dans son thème par le signe du Poisson et le Sagittaire, voilà, comme par hasard. Donc 19 mars 1946. Donc là, on a les deux. Donc on pourrait bien retrouver justement à nouveau un Jupiter et Neptune. Donc dans ces deux signes-là, hein, donc qui pourraient provoquer quelque chose, soit entre le 1er avril et le 16 mai, soit entre le 18 août et le 4 octobre, donc après la pleine lune hein, du 19 avril notamment. Il faudra regarder ça de très près, 19 avril, 15 août et 14 septembre 2019. À surveiller également le Bangladesh. C'est vrai que cette région du monde est vraiment régulièrement sujette hein, au cataclysme. Et donc là, le thème du Bangladesh, c'est 26 mars 71 à 0h01 à Dhaka. Et là, on retrouve plutôt un thème bélier, mais avec un ascendant sagittaire. Donc on verra s'il se passe quelque chose cette année ou l'année prochaine, mais il y a de fortes probabilités que s'il se passe quelque chose, ça puisse être cette année, à peu près sur les dates qui peuvent être similaires à celles que je vous ai données tout à l'heure pour la Martinique. Alors vous allez beaucoup entendre parler, forcément, on entend déjà parler hein, d'un thème récurrent qui est le réchauffement climatique. D'ailleurs, vous allez voir que, parce que les cataclysmes, de toute façon, il y en a tout le temps, mais vous verrez qu'à chaque fois, ce sera toujours il y aura une grosse couverture médiatique hein, de la part de la France et certainement peut-être d'autres pays européens pour couvrir ces événements, pour attester que le climat se dérègle aussi à cause des activités humaines. Et donc il faut changer, il faut effectivement se hâter. Voilà, donc la question en fait qu'il faut se poser aussi, c'est est-ce que le réchauffement climatique, est-ce qu'il est réellement dû, comme on ne cesse de nous le répéter à longueur de journée, essentiellement aux activités humaines? Alors le débat est ouvert, mais c'est vrai qu'on voit là encore une fois depuis plusieurs années, en synchronicité encore une fois avec Neptune, hein, donc depuis 2011-2012, de nombreux experts qui ont fait de cette théorie une cause morale et politique,
sans laisser vraiment d'autres arguments contradictoires possibles se développer, même avec la rigueur scientifique hein, sur pareil enjeu. Et c'est vrai que les autres alternatives ou les autres pensées, systèmes de pensée, sont automatiquement disqualifiés. Alors on remarque en revanche hein, que ces mantras répétés à longueur de journée dans les médias sont faits pour, selon moi, hein, bien entendu, impressionner, intimider, culpabiliser les gens. C'est un peu pour avaliser, hein, avaliser cette thèse-là. Ça permet après derrière, puisqu'il y a un accompagnement toujours avec un arsenal de taxes dites écologiques hein, qui pèsent avant tout sur les citoyens et moins sur les industriels. Hein. C'est un sujet dont on a déjà parlé à plusieurs reprises et qui, nous voyons d'ailleurs, ne se gênent pas pour continuer à exploiter hein, les ressources naturelles à leur profit, hein, tout en, vous voyez, d'une main en vous distillant ce discours-là. Très très bien fait d'ailleurs, hein. J'ai vu des reportages, il y en a un qui est passé récemment sur C8, c'est une personne de mon entourage qui me l'a envoyé. Et puis bon, ben moi, voilà, tout de suite, j'ai regardé et je me suis dit, ouais, c'est super bien monté, hein. C'est sûr qu'ils font un amalgame entre l'épuisement des ressources naturelles, où là on est effectivement d'accord que la Terre hein, s'épuise à cause du système productiviste, à cause du système capitaliste, hein, de nos modes de production, nos modes de consommation qui sont énergivores et qui épuisent tout. Et d'ailleurs la Terre vit à crédit. Hein, je ne suis pas un spécialiste hein, bien sûr de toutes ces questions-là, mais ouais, je m'y intéresse forcément comme tout un chacun. Et donc c'est vrai qu'on arrive, je crois que c'est juillet-août maintenant, hein, on est déjà à crédit, d'accord? Donc ça c'est une chose, effectivement. Mais eux, ils amalgament ça avec le réchauffement climatique qui serait en fait un phénomène cyclique qui n'a rien à voir avec les activités humaines. Hein. D'après, voilà, par exemple, cette vidéo-là, que je pourrais vous passer quelques instants, peut-être ça vous donnera envie d'aller la visionner. Vous verrez, il y a plusieurs experts de différents pays hein, qui s'expriment et qui vous expliquent bien en fait que c'est un phénomène cyclique et qu'on a eu notamment dans le passé une période de grand réchauffement. Par exemple, à la période du Moyen-Âge, où on a eu d'ailleurs les grands bâtisseurs qui, grâce à cette période propice, hein, plutôt de grande chaleur, ont pu ériger des cathédrales. Et puis on a eu d'autres périodes de mini-glaciation, avec notamment au XVIe siècle, hein, si je ne vous dis pas de bêtises, on a eu par exemple, on a la Tamise ou certaines régions où vous avez des fleuves, notamment peut-être en France, hein, où ça gelait, vous voyez. Voilà, et donc c'est cyclique, et là on serait en fait dans un cycle plutôt de réchauffement, tout simplement, voilà. Et donc c'est l'effet d'aubaine, on appelle ça comme ça, où vous avez bah, tous voilà, les experts du GIEC, hein, vous allez entendre les Nicolas Hulot et tous ceux qui sont corollaires. Hein. On a entendu beaucoup Nicolas Hulot, on a entendu qui est ministre de l'Environnement d'ailleurs qui a démissionné. On a les gens comme Yann Arthus Bertrand qui font des super, par contre, un reportage, hein, attention, hein, c'est vraiment des reportages qui sont magnifiques, il y a beaucoup de choses à apprendre. Hein. Il ne faut pas tout jeter à la poubelle, hein. C'est juste pour vous dire qu'il faut avoir aussi un esprit critique et puis aussi voir l'esprit de... Il y a toujours contradiction. Quand c'est jamais nuancé, quand c'est... en plus, quand c'est martelé en boucle, puis que vous voyez des gens comme François Hollande, comme à la COP 21, là, vous voyez enfin certain nombre de types de personnes voilà, qui parlent tout à coup, qui prennent fait et cause pour la planète, alors que ça n'a jamais été des gens convaincus quand vous regardez dans le passé hein, par le climat, ils s'en foutaient royalement comme leur dernière chemise, et puis tout à coup ils se mettent à répéter ces mantras. Bon, vous pouvez vous poser beaucoup de questions, hein. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Donc on peut jeter un petit coup d'œil très rapide sur le documentaire. Sur le climat. C'est devenu l'une des causes politiques et morales emblématiques de notre époque. Pour ses défenseurs, le temps des débats est révolu. Toute critique, même la plus rigoureuse scientifiquement, serait illégitime, voire dangereuse. Pourtant, dans ce film, nous allons montrer que les températures actuelles n'ont rien d'extraordinaire, que le climat de la Terre a toujours changé et qu'aucune preuve scientifique ne démontre que le climat est déterminé par le dioxyde de carbone, généré ou non par l'homme. Partout, on vous répète sans le moindre doute que le changement climatique est le fait de l'homme. C'est un mensonge. Quand
on me dit « je ne crois pas au réchauffement planétaire », je réponds « moi si, mais je ne crois pas que le CO2 produit par les hommes en soit la seule cause ». Si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais dit c'est le CO2. Pourquoi? Parce que, comme tout le monde, j'écoutais ce que disaient les médias. Les nouvelles du réchauffement planétaire provoqué par l'homme dont les médias nous inondent semblent chaque jour plus extraordinairement apocalyptiques. Et malgré tout, un certain nombre d'éminents spécialistes du climat affirment aujourd'hui que cette théorie n'a tout simplement aucun sens. Il y a eu des périodes dans l'histoire de la Terre lors desquelles la quantité de CO2 était 3 fois plus élevée qu'aujourd'hui, 10 fois plus élevée même. Si le CO2 avait un effet aussi capital sur le climat, ça apparaîtrait sur la courbe des températures. Si on analyse le climat à l'échelle géologique, on n'accordera jamais au CO2 une influence aussi importante. Aucun changement climatique majeur de ce dernier millénaire peut s'expliquer par le CO2. On ne peut pas dire que le CO2 est à l'origine des variations climatiques, il ne l'a jamais été. J'ai souvent entendu dire qu'il y avait un consensus de milliers de scientifiques sur la question du réchauffement planétaire, selon lequel les hommes seraient en train de causer un changement catastrophique du système climatique. Eh bien, moi, en tant que scientifique, je pense que c'est faux. Le réchauffement climatique provoqué par l'homme n'est pas une théorie scientifique ordinaire. Elle est soutenue par un organisme politique puissant de l'ONU, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le GIEC, comme tout autre organisme de l'ONU, est politique. Les conclusions de ces rapports sont influencées par la politique. Prétendre que le GIEC rassemble les 1500 ou 2500 meilleurs scientifiques du monde est faux. Il suffit de regarder les biographies de ses membres. Tous ne sont pas scientifiques. Pour faire monter le nombre à 2500, ils ont dû faire appel à des réviseurs, à des fonctionnaires, etc. À tout ce qui leur passait sous la main. Et ils n'ont demandé l'accord de personne. Beaucoup, d'ailleurs, ne sont pas d'accord. Je connais un certain nombre de personnes, de vrais spécialistes, qui, n'étant pas d'accord avec la polémique, ont démissionné et qui, malgré tout, sont restés dans la liste des auteurs et sont entrés parmi les fameux 2500 meilleurs scientifiques du monde. Vous l'avez bien compris, en fait, hein, cette théorie pour le climat s'est transformée en véritable idéologie politique. Bon, moi, c'est ce que j'avais ressenti à l'instar justement de Neptune, qui est la planète, vous avez vu le titre, les escroqueries. Et Neptune, c'est exactement ça, c'est la planète des imbroglios. Donc moi, j'avais senti qu'il y avait des choses louches dans toutes ces affaires-là. C'est ce qui m'a conduit à faire des petites recherches. Et puis voilà, en sélectionnant, hein, tapant dans les moteurs de recherche, je suis tombé sur cette vidéo-là. En plus, vous voyez, c'est Planète, donc c'est pas un site comme ça, sorti de nulle part, hein. C'est quelque chose que vous avez, pour ceux qui ont le câble, la télé, etc., vous pouvez voir ou certains ont pu le voir, ce type de reportage-là, quoi. Donc voilà, je recommande justement à chacun de faire ses propres recherches avec des sources contradictoires pour se forger sa propre opinion, y compris en jetant un coup d'œil à l'ingénierie climatique. C'est un sujet dont on a déjà parlé, Chemtrails, et également Projet ARP, tout en sachant que Chemtrails, c'est un sujet un peu tabou, et puis pourtant il a été traité récemment sur TF1, donc c'était assez surprenant. Je crois que c'était au tout début d'ailleurs du signe du Sagittaire, et donc voilà ce que j'avais à vous dire. J'aurais pu faire un peu plus, hein, au niveau du climat, faire des recherches, etc. Voilà, comme il y a beaucoup de sujets, j'ai pas pu me concentrer sur d'autres, et donc voilà, mais ça vous donne quand même une petite approche, hein, de ce qu'il est possible de faire en astrologie, aussi pour confirmer des ressentis qu'on peut avoir, et puis aussi voilà pour aussi déjouer un petit peu les pièges. Bon, vous avez vu aussi, il y a de plus en plus d'ONG, là vous verrez dans la presse récemment, on a vu que carrément des ONG portent plainte contre l'État par rapport au climat, vous voyez. En fait, il faut savoir que les ONG derrière, derrière les ONG, en fait, elles, comment vous direz, c'est ça, voilà, climat stop à l'inaction. C'est une manière en fait de valider, c'est ce qu'on appelle la fabrique du consentement, vous voyez. Donc là, j'invite toutes les personnes justement qui s'intéressent à ce système-là, hein, ce procédé qui permet en fait de faire avaliser des choses aux gens, en fait, hein. C'est ces techniques-là, c'est-à-dire que là, vous avez un soutien financier à ces nombreux organismes, hein, donc qui sont écologistes, etc. Et vous voyez, là, ils ont une force de frappe. C'est des organismes internationaux. On parle beaucoup aussi de l'ONU. L'ONU, voilà, qui est derrière, hein, souvent. Et puis voilà, là, ils attaquent l'État. Comme ça, l'État dit, ah bah, bon, on écoute. Là, pour une fois, ça les intéresse d'écouter le peuple, ou en tout cas des associations ou des organismes, hein, qui ont
Ça leur donne aussi une dimension un peu démocratique, puisqu'ils sont censés, c'est les corps intermédiaires qui sont censés justement représenter les intérêts, on va dire, du peuple, hein, les intérêts populaires aussi, les intérêts mondiaux, etc. Donc du coup, ben là, vous allez voir qu'au contraire, hein, les gouvernements vont dire oui, oui, là, on accepte effectivement cette pétition-là, elle a recueilli en plus beaucoup de monde, donc on va prendre des mesures pour aller au secours, hein, du climat. Alors vous voyez que c'est quand même assez prétentieux, parce que de toute façon, l'être humain, c'est pas lui, hein. La Terre, elle était là avant nous, et elle sera là encore après nous, hein. C'est plutôt, effectivement, hein, il y a des choses à résoudre en termes environnementaux, ça c'est sûr, hein. Quand on voit les pots d'échappement qu'on respire, les particules fines, etc., ça c'est une chose. Voilà. Mais là, encore une fois, vous voyez, c'est toujours le consommateur qui lui aussi doit avoir sa part de responsabilité, bien entendu. Mais vous avez vu, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, hein, qu'il y a des politiques qui ont été menées pendant des années pour mettre les gens sur du diesel, etc., dans les années 80-90. Et pourtant, il y a des climatologues depuis très longtemps qui tirent la sonnette d'alarme, hein. Dès les années 60, on en a qui ont tiré la sonnette d'alarme, mais qui ont été vilipendés, qui ont été complètement moqués. Hein. On les a pris pour des yeux au luberlus. Et même encore aujourd'hui, vous pourrez remonter dans le passé assez récent. Je crois que c'était au tout début du quinquennat Nicolas Sarkozy. Je me souviens très bien, il y avait le Grenelle dans l'environnement avec Jean-Louis Borloo notamment. Donc ils avaient démarré comme ça en disant bon, on va faire quelque chose. Et il y avait d'ailleurs Nicolas Hulot à l'époque qui avait édité un ouvrage et voilà, il incitait tous les politiques à y souscrire. Et puis, quelques temps après, il y a eu la crise de 2008, hein, on a eu la crise des subprimes, et là, il a dit, bon, l'écologie, ça commence à bien faire, hein. Et puis, vous voyez, il est passé à autre chose. Là, ça c'était à l'époque, on n'était pas encore dans l'ère neptunienne, hein, du poisson. Et puis après, vous voyez, finalement, il y a une autre on va dire, une autre paradigme, hein, qui s'est installé entre-temps. Et voilà, donc on est dans cette ère-là, et vous allez en entendre parler. Et d'ailleurs, on va vous traiter de tous les noms si jamais vous osez dire le contraire. Vous allez dire, on va vous dire, mais vous vivez sur quelle planète? Mais c'est ça, le réchauffement climatique est dû, hein, donc à l'émission de gaz à effet de serre. Donc vous avez entendu quelques-uns des experts, donc ils vous disent le contraire. Et pareil pour la banquise, c'est la même chose, hein, en l'Arctique. Donc vous voyez, effectivement, il y a bien une fonte, hein, on voit ces pauvres ours, hein, qui sont seuls, hein, sur leur petit carré là, de banquise. Mais en fait, il faut savoir que dans le pôle sud, hein, en Antarctique, là, au contraire, on a la glace qui est je dirais, la calotte, en fait, qui se rend floue. Voilà, moi, je suis pas un spécialiste, mais j'ai jeté un coup d'œil. Voilà, je vous délivre un petit peu à la fois mes impressions, mes ressentis. Donc ça, je vous ai fait deux prévisions météorologiques, astrales. Et après, pour le reste, c'est plus polémique, mais ça, vous le savez, vous commencez à me connaître, hein. Je suis quelqu'un qui est là aussi pour tenter, hein, autant que je peux, démêler le vrai du faux. Je peux très bien me tromper, attention, hein, mais voilà, comme ça, au moins, ça vous permet, si vous-même, hein, n'avez pas déjà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont éveillés, éclairés, hein, qui ont aussi chacun leur propre source d'information, puis on en apprend toujours. Moi, j'en apprends de vous et inversement. Voilà, je vous dis à tout de suite pour maintenant la suite. Donc, on va parler ensuite des relations internationales après avoir parlé du climat.